J'ai eu des échos un peu personnels sur lui, je crois que c'est quelqu'un de bien. Très dynamique et très chaleureux. Il a l'air froid. Humain, très gentil. Pas antipathique, mais pas sympathique non plus. Une sorte d'aigle. Un peu vautour dénudé, tout noir. Assez carnassier quand même, très volontariste, et puis parfois, ayant beaucoup de charme et beaucoup de charisme. Bel homme, séduisant, oui. C'est pas vraiment mon type. C'est séduisant pour son âge, je pense. Il y en a des plus moches. Il n'y a pas beaucoup de fantaisie. Il est aimé en Corrèze. Un petit côté France profonde. Il a un petit côté naïf, mais plein de fraîcheur. Il est ambigu. Disons qu'il est des fois un peu foufou, quoi, peut-être. Ah ça, pour être speed, il est speed, des fois, réfléchit pas bien. Je pense que c'est pas un humaniste. Il est droit, il est intègre, courageux et réaliste. On parle trop uniquement de son côté homme politique et pas assez de lui, justement. Ah, t'as un petit malin, Chirac, hein? Voilà, Zénith se déplace pour être devant la cheminée favorite de son invité, Monsieur Jacques Chirac. Merci de nous recevoir dans votre bureau de l'Hôtel de Ville de Paris. Vous aimez attiser la braise? J'aime m'occuper de mon feu. Ouais. Et on me dit, ce qui n'est pas tout à fait certain, que c'est du bois qui vient de la Corrèze. Je n'en jurerai pas, mais je me plais à l'imaginer. Alors, bon, cette émission, c'est pas 7 sur 7, il n'y aura pas un mot de politique, il n'y a aucune arrière-pensée politique dans les choix que vous avez faits. Cela va de soi. Oui. Bien. La première question que je vais vous poser, c'est, il semble qu'il y a un décalage entre l'image qu'a le public de vous, que j'avais moi, ou Nicolas Plisson, quand on a préparé cette émission avant de vous rencontrer. On a passé pas mal de temps avec vous. Il y a un décalage entre l'image et ce que vous êtes réellement. Bon, on a découvert quelqu'un qui aime la poésie, qui est quelqu'un qui est sensible, qui est pudique, qui est convivial, qui est chaleureux, qui est pince sans rire. Tout ça n'apparaît pas toujours. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que vous êtes comme ça? D'abord, est-ce que vous croyez que ce n'est pas le cas pour tous les acteurs, notamment de la vie politique? Ensuite, c'était peut-être aussi un peu voulu pour conserver ou garder un peu de jardin personnel, peut-être à tort. Vous êtes très attentif à votre jardin secret? Enfin, je souhaite le sauvegarder un peu. Je trouve que tout le monde, même les hommes politiques, ont droit à un peu de vie privée. C'est difficile, de plus en plus difficile avec les moyens modernes d'enquête, d'information, de communication. Mais enfin, j'essaye tout de même de conserver quelque chose qui soit un peu à moi. Mais je le répète, c'est difficile. Et puis alors, ça a probablement cet inconvénient que vous avez souligné tout à l'heure, c'est-à-dire que cela caricature un peu. Et comme déjà la télévision est un instrument qui réduit, qui est assez réducteur, moi je suis frappé quand je me promène dans la rue. Souvent il m'arrive d'être accosté par quelqu'un qui me dit gentiment bonjour, qui me dit « Ah, monsieur Chirac, je vous voyais plus petit, n'est-ce pas? Je ne vous croyais pas aussi grand. À la télévision, vous paraissez plus petit. » Et alors je me suis dit, bah oui, voilà, à la télévision, on ne voit qu'un morceau, n'est-ce pas? Et pourtant, j'ai de longues jambes aussi, n'est-ce pas? Mais qu'on ne voit pas obligatoirement. Bref, il y a une transformation de la personnalité. C'est vrai aussi sur le plan psychologique. Mais est-ce que votre profession n'est pas réductrice aussi en elle-même? Probablement. Mais c'est dommage. C'est dommage, oui, c'est dommage. Enfin, il faut se faire à tous les inconvénients. Bien, alors on va peut-être connaître un peu de votre jardin secret, des portes que vous voudrez bien ouvrir dans cette émission. On va commencer par les premières images que vous avez choisies. Voilà, alors, bon, premier dessin de Georges Wolinski. Je vous voyais plus petit. Le dessin de Georges Wolinski se situe, vous savez, en général, entre le nombril et les genoux la plupart du temps. Je reconnais que le maître a beaucoup de talent. Alors, j'attendrai pour me prononcer définitivement à la fin de l'émission, c'est-à-dire après avoir vu ce qu'il aura fait, mais je reconnais a priori qu'il a beaucoup de talent. Alors, les premières images que vous avez choisies sont des images de chutes. Ce sont des chutes de Nancy Reagan, qui est numéro 1 au top mondial dans le domaine, et des images de l'ancien président des États-Unis, Gerald Ford. Pourquoi? Michel Denisot, les images, je vous ai parlé de chutes. Je vais vous dire pourquoi.
Mais les images, enfin, je ne voulais pas que ce soit obligatoirement Nancy Reagan. Non, il n'y a pas d'arrière-pensée. Non, il n'y a aucune Ce sont arrière-pensée. les gens qui sont filmés plus souvent que le commun des mortels, et quand ils tombent, on a les images. Alors, je voudrais pas d'abord que vous imaginiez que je suis heureux de voir quelqu'un tomber ou de se faire mal, naturellement. C'est pas le cas. Et la chute est drôle uniquement lorsque la personne, naturellement, enfin pour moi, ne se fait aucun mal. Mais généralement, les chutes auxquelles on assiste, les chutes qui sont passées à la télévision, ce sont des chutes de personnages importants que l'on ne s'attend pas à voir tomber. Et tout d'un coup, on les voit tomber. Je veux dire, c'est drôle parce que cela montre qu'ils peuvent être comme tout le monde. Qu'au fond, on est tous égaux devant les chutes, en quelque sorte. Et c'est assez amusant. Ça me fait rire. Alors, regardez, cette pauvre Nancy qui... Here come Mr. and Mrs. Ford. Là, vous allez voir un superbe gadin, n'est-ce pas? Qu'on n'attend pas chez un président de la République des États-Unis. C'est assez inattendu. Ouais. C'est ça qui est drôle, voir qu'il peut être en vérité comme tout le monde. Morale Il de s'est pas fait l'histoire, mal, naturellement. ouais. Morale de l'histoire, donc tout le monde est égal. Oui, il peut arriver des choses ridicules à tout le monde. Égalité, C'est ouais. ça, ouais. Et ça Même vous à fait... ceux dont on n'attend pas qu'ils soient ridicules. Et ça vous fait sourire. Et ça, c'est amusant. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait rire en général? Est-ce que les imitateurs vous font rire? Est-ce Oui, que souvent, oui. Ouais. Les imitateurs sont... Surtout qu'en France, nous en avons d'excellents. C'est un art assez français. Ils sont parfois... je ne dirais pas méchants, parce qu'ils ne le sont pas, mais vifs, et ils sont drôles en général. Les marionnettes, le bébé de show, les bébés de show, etc. Oui, ça c'est amusant. Je veux dire, franchement. Franchement, je trouve ça amusant. Je n'en abuserai pas, mais je le regarde avec plaisir chaque fois que j'en ai l'occasion. Oui. Vraiment. Oui, je trouve ça, je vais vous dire la vérité, je trouve ça surtout drôle quand ça touche les autres. Ouais. Voilà. Voilà. Quand ça me concerne directement, ça dépend. Enfin, j'apprécie plus ou moins. Alors, on va voir des images des frères Nicolas. Alors, vous connaissez par cœur les frères Nicolas. Par cœur, vous connaissez sont tout deux leur personnages répertoire. extraordinaires. Ils viennent de recevoir, en même temps que Gregory Peck, qui viennent de recevoir des mains du président des États-Unis l'hommage et le prix le plus important que l'on décerne une fois par an aux États-Unis. Ils l'ont bien mérité parce qu'ils sont merveilleux. Alors, le document qu'on va voir date de 1948. Vous les connaissiez déjà quand vous étiez adolescent? Non, je ne les connaissais pas. Je les ai connus plus tard. Vous faites allusion à un document où ils sont avec Jane Kelly, qui est au milieu d'eux. En vérité, ce sont probablement les plus extraordinaires danseurs de claquettes et que l'on ait eu dans la période contemporaine. Et en plus, ils mettent une espèce de génie, ce sont des professionnels extraordinaires, mais qui mettent une espèce de génie qui leur permet d'être aussi extraordinairement drôles. Le document date de 1948 avec Jane Kelly, donc, qui est au milieu des deux frères Nicolas. En 48, si j'ai bien compté, vous aviez 16 ans. Je crois que vous n'êtes pas très coquet sur votre âge, que vous avez eu 59 ans il y a peu de temps et vous avez annoncé à la radio que vous en aviez 60. Mais c'était une erreur. Ouais. En général, on fait l'erreur inverse. Oui. À 16 ans, comment étiez-vous Vous faisiez des lancers de couteau. J'ai vu ça dans les biographies. On a dit que vous étiez lanceur de couteau. Vous aviez une cicatrice à l'œil droit. Oui, mais ça c'était quand j'étais beaucoup plus petit. Ouais. Fait de lanceur de couteau, fasciné par un film. J'avais voulu voir comment on faisait. J'avais pris un couteau de cuisine que je lançais dans un arbre pour essayer de le planter. Naturellement, ce qui est arrivé est arrivé. Ce qui devait arriver est arrivé. C'est-à-dire que le couteau est revenu et m'a un petit peu entaillé l'arcade sourcilière. Alors de ça, j'ai arrêté là ma vocation de lanceur de couteau. Ouais. Vous étiez quel genre d'élève avant d'entrer dans des écoles supérieures? Vous étiez genre déconneur doué? Non, qui passe ric-rac, qui gérait bien? Oui, jusqu'en première, j'ai été du genre qui passe ric-rac, qui passe ric-rac. Quelques difficultés ou quelques ennuis au regard de la discipline en particulier. Enfin, j'arrivais à passer, juste. Mais j'ai jamais redoublé. Vous étiez rebelle ou vous faisiez des plaisanteries? C'était quoi le problème avec la discipline? Était de quel ordre? Je n'étais pas rebelle, j'étais un peu bavard, j'avais envie de rire, j'avais envie d'un peu de chahuter. Moqueur? Non, j'étais pas un peu, j'étais pas un mauvais diable, mais bon. Et puis alors à partir de la première, je me suis dit tout de même là, il faut quand même essayer de faire les choses sérieusement. Alors je me suis mis à travailler en première. Voilà.
Pour rassurer vos parents aussi. Oui, oui. Et puis je me disais que là, il y avait des échéances et que si on ne les passait pas, il fallait faire le deuil de ses vacances. Et ça, c'était une perspective qui me... Vous étiez très indépendant. Assez. Solitaire. Non, pas solitaire, mais indépendant. Je suis parti plusieurs fois. Après mon bachot, j'ai été m'engager comme pilotin sur... Vous êtes parti dans un bateau de Dunkerque. Un bateau de la marine marchande, où j'ai navigué pendant un mois. certain temps, qui transportait du charbon jusqu'à Alger, ensuite qui allait récupérer du minerai de fer, qui est une cochonnerie épouvantable, pour le ramener en France. Alors, j'ai fait ça pendant quelques temps. Vous étiez bateau de l'Union industrielle et maritime. Vous étiez solitaire de tempérament. Et pas tellement solitaire, non. Je n'étais pas solitaire, j'avais beaucoup d'amis, mais j'avais un petit peu envie de voir le monde. Pourquoi aimez-vous les clowns? Pourquoi les clowns? J'aime les clowns parce que c'est une des... D'abord, c'est le rêve. C'est aussi la poésie. Le clown est à la scène un peu ce que la poésie est à la littérature. Et ce sont des gens qui ont en général un immense talent, à la fois psychologique et physique. Et ce sont des gens qui savent à la fois maîtriser toutes les émotions, du rire à la tristesse. Et ce qu'ils font d'étonnant, c'est qu'ils provoquent chez les enfants, dans l'œil des jeunes, à la fois ce rêve, cette joie, ce sourire. Et il n'y a rien de plus extraordinaire que de créer dans l'œil des enfants le sourire. Et il y a peu de spectacles qui peuvent faire ça. Je ne vois que les clowns. Les grands clowns ont beaucoup apporté, je trouve, à notre civilisation. C'est aussi un art qui est très, très ancien. Alors, je ne sais pas, ça fait partie de votre jardin secret, mais vous avez parlé, quand on a préparé l'émission, de ce que vous faites pour les handicapés mentaux. Ça n'a jamais été vraiment médiatisé, vous n'en parlez pas. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Si vous voulez. Mais je trouve que tout ce qui touche ce monde, qui est un monde qui a aussi ses merveilles, et qui, d'une certaine façon, est aussi le monde du Petit Prince, doit être traité avec une certaine rigueur et aussi une certaine discrétion. Car on a trop souvent, aujourd'hui, où les choses ont heureusement bien évolué, néanmoins la tentation de médiatiser ces phénomènes. Et je crois que c'est une erreur. Moi, vous pensez que le Téléthon et toutes ces opérations-là... non, je ne fais pas du tout allusion à ça. Je faisais allusion aux handicapés mentaux. Moi, je ne connais bien que j'ai créé il y a 25 ans une fondation qui aujourd'hui est importante, dont je m'occupe personnellement et de façon permanente. Excusez-moi, mais quand vous dites je m'en occupe personnellement, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ça veut dire d'abord que j'en assume la direction et la gestion. C'est important puisqu'il y a plus de 10 centres qui sont tous d'ailleurs regroupés dans la région du Limousin et que nous avons plus de 500 lits et plus de 600 personnes qui travaillent. Vous avez un vrai contact avec eux? On s'interroge toujours sur la manière, surtout s'agissant des handicapés profonds, d'établir le contact et on se demande si ce contact existe. Pour connaître assez bien ce monde, je crois pouvoir dire que le contact existe. Il est parfois ténu, il est parfois tout à fait provisoire, mais il y a des gestes, il y a des regards qui au total ne trompent pas. Il y a des moments où même avec un handicapé profond, quelque chose passe. Or, lorsqu'on sait la sensibilité particulière de ces garçons, de ces filles ou de ces adultes, quand on a bien apprécié le fait qu'il faut être pénétré dans leur monde avec beaucoup de délicatesse, car ils sont plus sensibles que d'autres, que nous, alors je crois qu'on peut établir un contact. Et c'est ce que pensent la plupart de ces jeunes ou moins jeunes admirables qui s'en occupent et qui créent avec eux des liens étonnants. Moi, je vois souvent dans mes établissements où je vais presque toutes les semaines, en tous les cas tous les 15 jours, je vois se créer des situations de liens que l'on n'imaginerait pas
et qui sont extraordinairement réconfortants. Mais vous, personnellement, vous ressentez comment ce contact? Quoi, c'est un regard? C'est souvent un geste, une main qui, tout d'un coup, vous serre un peu plus fort le doigt, une tête qui tourne, un regard tout d'un coup qui se fixe d'une façon différente, un geste. C'est souvent fugitif, mais c'est toujours très fort. Alors, on va voir un extrait du Dictateur de Charlie Chaplin, une séquence très précise que vous avez choisie. On la regarde et vous nous expliquerez pourquoi après. Votre commentaire? D'abord, c'est un grand moment du cinéma. Je veux dire, c'est de l'art cinématographique. Chaplin a donné là le meilleur de lui-même, je trouve. De très, très grands professionnels. Et puis surtout, on a dit qu'on ne faisait pas de politique, et naturellement, il est exclu d'en faire, mais je crois qu'il faut toujours être Le message est facile à saisir. Oui, qu'il faut être conscient du fait qu'il y a toujours des gens qui veulent gérer le monde et qu'il faut s'en méfier, qu'il y a toujours des gens qui veulent affirmer des idéologies et que c'est toujours dangereux. Et je trouve que Charlie Chaplin, Charlot, dans cette scène, a rendu tout à fait la quintessence, la force de ce besoin qu'on sent apparaître de temps en temps chez les hommes, de vouloir jongler avec le monde. Et bien, il faut faire attention. Alors là, nous sommes, je le rappelle, dans votre bureau à l'hôtel de ville de Paris. Qui entre le plus souvent dans votre bureau? Quelle est la personne qui entre le plus souvent? Je vais dire que c'est probablement ma secrétaire. C'est également mes collaborateurs, c'est aussi les gens qui viennent me rendre visite, mais eux, ça leur arrive plus rarement. Est-ce que vous êtes entouré de courtisans ou de gens qui vous critiquent sévèrement? Le propre des gens qui assument une fonction de responsabilité, c'est tout naturellement d'attirer les courtisans. Et c'est un grand problème. On parle souvent du fonctionnement des institutions, on en tire la conséquence qu'il faut les changer, etc. Je parle aussi bien sur le plan du public que du privé, naturellement, alors que bien souvent, la racine du mal se trouve dans des entourages qui veulent en faire trop. Et qui précisément ont l'esprit courtisan. Le général de Gaulle avait autour de lui des gens qui venaient lui dire les choses, des capitans, des vallons qui venaient lui dire tout ce qu'il pensait. Georges Pompidou avait des vieux professeurs qui avaient été avec lui à l'école normale, qui étaient professeurs de latin à Carcassonne et qui arrivaient avec des chaussures un peu percées le soir à Matignon et qui lui disaient Georges, tu fais que des bêtises. Il savait entendre ce qui venait un peu de l'extérieur et compenser ainsi cet effet de cour qui se crée. J'ai toujours été aussi attentif que possible, et c'est peut-être pourquoi d'ailleurs je vais souvent en Corrèze, à éviter ces effets de cour, mais qui sont spontanés. Il faut faire attention. Ouais. Quand on a préparé dangereux. l'émission, la personne qui paraissait la plus proche de vous, c'était votre fille Claude. Elle est également très proche de moi, d'autant qu'elle travaille avec moi. Ouais. Mais je ne crains alors là aucun effet courtisan de sa part, plutôt le contraire. C'est ce qui m'a semblé aussi. Ouais. Ouais. C'est un rapport très fort que vous avez avec votre fille Claude. J'ai un excellent rapport avec ma fille, effectivement. C'est assez exceptionnel. Je ne sais pas, croyez-vous, ce sont des choses qui arrivent quand même. C'est jardin J'espère. secret. C'est jardin Ça secret. fait partie Ouais. du jardin personnel. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis? Et
j'ai un tout petit nombre d'amis à la fois anciens et très proches. Et puis j'ai un certain nombre de bons amis. Alors on va écouter une question d'un quelqu'un qui doit faire partie de vos amis, qui est Jacques Friedman. Vieil ami à moi depuis bien longtemps. Nous sommes battus et disputés au lycée Carnot quand nous étions en 5e. Bonjour Jacques. Bonjour. Lorsque nous étions jeunes, en tout cas nous étions plus jeunes, nous avions l'habitude de refaire le monde et de rêver notre avenir. En ce qui te concerne, successivement, tu as voulu être chirurgien et puis te consacrer à l'aviation civile. Alors ces rêves, est-ce que tu les referais? Et ces choix, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Friedman est comme je vous l'ai dit, un vieil ami qui me connaît très bien. C'est vrai que quand j'étais au lycée, je rêvais d'être médecin ou chirurgien, plutôt chirurgien. Je trouvais extraordinaire cette capacité par une intelligence, une technique, un geste, de pouvoir sauver les gens. Je trouvais que c'était tout à fait étonnant, enthousiasmant. Et puis, je n'ai pas fait les études qui convenaient, naturellement, mais je reste animé d'un très très grand respect à l'égard des médecins et des chirurgiens. Depuis le médecin de campagne que je connais en Corrèze, dont le dévouement est une chose étonnante toujours, jusqu'aux plus hautes sommités de la médecine ou de la chirurgie. Ils paraissent des grands magiciens des temps modernes et des gens qui apportent le meilleur d'eux-mêmes aux autres. Et l'aviation? L'aviation, j'ai toujours été aussi fasciné par la technique. C'est pas seulement l'aviation civile, d'ailleurs, c'était l'aviation civile ou militaire. Toujours été fasciné par ce mélange à la fois d'aventure, de sport et de haute technologie qui caractérisait ou qui caractérise l'aéronautique, les pilotes et aujourd'hui l'espace, naturellement. Et alors, j'ajoute, pour dire la vérité, que lorsque j'étais au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre, les circonstances ont fait que je pouvais prétendre, alors que j'étais fort jeune, au poste de directeur des transports aériens, ce qui était pour moi une promotion tout à fait extraordinaire dans les années 66-67. Et Georges Pompidou m'avait dit, eh bien, je vous donnerai directeur des transports aériens. Alors c'était... Et puis là-dessus, il m'a dit, écoutez, il faudrait d'abord que vous alliez vous présenter aux élections législatives, parce qu'au fond, vous devriez faire de la politique. Alors c'est ainsi que je suis parti faire de la politique, et du coup, je n'ai pas été directeur des transports aériens, et je n'ai plus fait d'aéronautique. Est-ce que vous pouvez me répondre à la question, est-ce que vous avez regretté d'avoir choisi la voie que vous avez choisie? Non, absolument pas. Absolument pas. Jamais? Non, jamais. Jamais. Pour des quantités de raisons. D'abord parce que même que le médecin connaît l'homme, d'une certaine façon, l'homme politique ressent l'homme. Et je crois qu'il n'y a rien de plus intéressant que d'étudier, dire que le philosophe, le psychologue, etc. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a rien de plus intéressant que d'étudier l'homme. Alors, quand un Français a un prix Nobel et quand c'est un professeur comme le professeur de Gênes... Ah oui, quand c'est surtout un professeur, d'abord quand c'est un Français, on est heureux. Mais surtout quand c'est un professeur de l'école de physique et chimie de Paris. Ouais. Donc vous avez souhaité... Ça, fait partie des gens pour lesquels, pour lesquels des professions, vous avez une estime... Ah oui, ça, j'ai une véritable fascination. Je vous fais une petite confidence. Une fois par mois, je déjeune dans un restaurant du 11e arrondissement qu'il choisit avec Alain Devaquet. Et Alain Devaquet, qui est aussi un savant, me parle uniquement, nous ne parlons pas du tout de politique, les gens seraient probablement étonnés, nous ne parlons pas de politique, nous ne parlons pas de Paris, nous ne parlons pas des problèmes du 11e dont il me parle souvent, mais dans d'autres circonstances. Il me parle de son laboratoire, de ses recherches, de la science, de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, de ce que l'on peut escompter ou espérer comme découverte moderne, et je l'écoute.
Et je passe 2 heures extraordinaires. Dans un bistrot du 11e. Dans un bistrot du 11e, toujours différent. Alors, vous pourrez aller aussi... Madame de Gênes, l'épouse du professeur qui a eu le prix Nobel, a un restaurant à Orsay, c'est pas très loin de Paris, qui s'appelle le Boudin Sauvage. Vous pourrez aller un jour, éventuellement, aussi. Car je sais que vous aimez la bonne cuisine faite par les femmes. Vous préférez la cuisine faite par les femmes à la cuisine faite par les chefs. Écoutez, vous allez me fâcher avec les chefs. C'est pas l'objectif. Non, je dois dire que moi, j'aime beaucoup la cuisine roborative, plus que la cuisine sophistiquée. J'aime bien la cuisine sophistiquée, naturellement, mais j'aime la cuisine roborative. Et l'expérience prouve que la bonne cuisine roborative, tête de veau, un cassoulet, un civet de lièvre, un chou farci, ce sont des choses, du boudin, bon boudin, c'est délicieux avec une bonne purée. Ce sont des choses que j'apprécie. Et elles sont souvent mieux faites par les femmes que par les hommes. On a un chou farci, par exemple. Eh bien, les bons choux farcis sont faits par les femmes. Enfin, je n'ai jamais vu un très bon chou farci fait par un homme. Elles effeuillent mieux le chou que les... Je ne sais pas, elles ont plus la sensibilité. Regardez certaines cuisines étrangères. Par exemple, la cuisine marocaine, qui est une cuisine très, très fine, très élaborée, elle est toujours faite par des femmes. Enfin, il y a tout de même de très grands chefs, naturellement. Bien. Alors, il n'y a pas de musique dans votre zénith. Alors, on sait que vous êtes ami de grands musiciens, parmi les plus grands du monde, Rostropovitch, Boulez, enfin, beaucoup viennent ici. Souvent, oui. Et vous aimez mieux les hommes ou les femmes qui chantent plutôt que leurs œuvres? Non, c'est une vieille histoire, c'est une vieille complicité entre Lucie Faure, la femme d'Edgar Faure, et moi. Nous étions très amis, et qui est à l'origine de cette histoire selon laquelle elle et moi avions formé le club des gens qui n'aiment pas la musique et qui osent le dire. C'était naturellement une boutade. Mais parce que vos adversaires, Louis Jacques Chirac, il aime pas la culture, il aime que les westerns et les musiques militaires. J'aime beaucoup les westerns. Ouais. J'aime beaucoup les westerns. Mais ceci ne me conduit pas à ne pas aimer la musique. La vérité, c'est que je n'ai pas une très grande sensibilité sur la musique. Ce n'est pas la forme d'art que je préfère. Et curieusement, parmi mes meilleurs amis, il y a de très grands musiciens. Et tout récemment, je dînais avec Isaac Stern et sa femme, que j'aime beaucoup. Et Isaac Stern me disait, mais au fond, parmi tes meilleurs amis, il y a les plus grands musiciens. Comment se fait-il que tu ne sois pas quelqu'un connu pour l'amour de la musique? Alors, qu'est-ce que tu admires chez un musicien? Et je lui ai répondu, j'admire chez un musicien son physique. Parce que ce sont des gens qui ont... Prenez Yehudi Menuhin, prenez Rampal, qui va avoir 70 ans, et le 3 février prochain, et qui va les fêter d'ailleurs à New York. Prenez Isaac Stern, prenez Boulez. Ce sont des gens qui ont des qualités physiques extraordinaires que personne n'a. Ils jouent tard le soir, comme ils ne peuvent pas dîner après leur concert, ils ont faim et soif et ils se couchent à 4 heures du matin. Ils se relèvent généralement à 6 heures, ils prennent un avion, ils vont faire regardez Rostropovitch. Enfin, c'est extraordinaire, cet homme qui dort 1 ou 2 heures par nuit. Ils sont plus solides que vous. Eh bien, je trouve que ce sont des gens, mais plus solides. Je ne connais pas dans le monde du théâtre, du cinéma, de la politique, des arts, de la littérature, des sports. Je ne connais pas des gens qui ont une résistance aussi extraordinaire que les grands musiciens. C'est un aspect des choses, vous voyez, Mais comme vous êtes très proche d'eux, vous pourriez facilement faire croire que vous aimez leur musique, ça ferait bien dans le tableau. Enfin, ça, c'est aussi mon petit, ça aussi. Laissez-moi un tout petit quelque chose. Bon, alors bon, on n'a pas choisi de tout me prendre. On a un seul coup. Le western, donc vous aimez ça, ça aurait été très attendu de repasser des images de western. Vous confirmez que vous aimez les westerns. Oui. Alors, dans les autres extraits de films qu'il y a et qu'on va voir maintenant, il y a La Tirade du Nez, Cyrano de Bergerac, dernière version, avec Gérard Depardieu. Vous avez un nez très grand. Très. Ah! C'est tout? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton.
Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais atté le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un ANAP descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes pour tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous patinez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Évidemment, enchaînement très réussi. Et en voilà un deuxième sur votre nez. Vous avez été classé dans les Cyrano de la politique par le Nouvel Obs quand le film est sorti. Il y avait 3 Cyrano dans la politique. Il y avait De Gaulle, vous et Rocard. La première assimilation, en tous les cas, ne peut que me flatter. Je trouve que je trouve que Cyrano, c'est merveilleux. On passe toujours un moment, quand c'est bien joué au cinéma ou au théâtre, on passe toujours un très bon moment. Et Depardieu a réussi là une prestation extraordinaire. Et c'est pas facile de faire un très bon Cyrano. Et il a démontré, s'il le fallait, qu'il était vraiment un des premiers acteurs du monde. Avec Robert De Niro, avec un ou deux autres, il a démontré qu'il était un des premiers acteurs du monde. Et cette prestation qu'il a faite restera sans aucun doute, je crois, dans les annales du cinéma et du théâtre. Est-ce que vous êtes très à l'aise avec votre physique? Je crois que votre grand-père faisait 2 mètres, votre père 1m95, et ça se tasse un peu parce que vous faites qu'un 1m90. Oui, on dégénère un peu, n'est-ce pas? Ça, c'est un peu inquiétant. Mais enfin, ça ne m'a jamais particulièrement gêné, sauf dans les petites voitures. Alors, le sport, vous aimez ça, vous aimez l'émotion dans le sport. Vous avez d'ailleurs dans votre bureau là-bas une télé qui est un peu planquée derrière un paravent et que vous allez regarder peut-être de temps en temps en douce. C'est pour voir du sport, non? Oui, je regarde la chaîne câblée du sport parce que je trouve que c'est un moment d'émotion, de détente, d'enthousiasme. Et à certains moments, n'est-ce pas, on voit quand il y a les grands championnats, les Jeux olympiques, les championnats du monde, etc., on voit des images qui sont si fortes et des émotions qui sont si fortes que, qu'on le veuille ou non, on a un peu l'eau du cœur qui vous vient aux yeux. Ça vous touche? Ah oui, ça me touche beaucoup. Je crois que ça touche tout le monde. Ouais. C'est pas une exception, mais ça me touche beaucoup. Mais à ce point-là, quoi, au point d'avoir les larmes aux yeux. Oui, je crois qu'il y a des moments où on sent une espèce de crispation interne qui tient à... C'est une réalisation très forte de la personnalité. On ne peut que lui rendre hommage. D'où le choix de ces images. Alors donc la course voilà Guidrut, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si on va le voir très bien, mais au moment où il se demande s'il a sa médaille d'or ou non, on voit sur son visage quelque chose d'extraordinaire. Regardez. Et en vérité, il regarde la pendule. Et c'est moi. Le chronomètre. Je suis champion. Et il dit c'est moi. Voilà. C'est extraordinaire. Maryse Evan GP. Voilà Evan GP, qui est une fille fabuleuse, n'est-ce pas? Regardez ces gestes, c'est très fort. Et quand voilà, ce sont des moments où on voit vraiment que ce sont des moments où on est fier d'être un homme, une femme. Bien sûr. Oui. Jean-François Lamour. Ça, c'est quand il a gagné sa médaille d'or. Et avec cette tradition de le jeter en l'air de la part de ces... Ça, c'est une image très très forte. Ce sont des images qui font honneur. Regardez, Yannick Noah, qui est un des plus grands champions de notre temps et qui nous a valu la Coupe Davis pour une large part. Regardez cette force dans l'émotion. Et là, vous allez voir, après l'extraordinaire combat de Lecomte, la victoire de Forget, qui nous a donné la Coupe Davis. Regardez, c'est... Quand vous gagnez, vous avez ce genre d'émotion personnelle? Là, il y a Daboville maintenant. Oui, on a, quand on gagne en politique, on a une émotion, certes, mais probablement quand même moins forte. Moins forte. Ça, je crois que dans le sport, on a la plus grande force dans l'émotion. Regardez l'émotion. D'ailleurs, je veux dire que Madame Daboville est plus émue encore que son mari, qui pourtant a fait quelque chose
de tout à fait fabuleux. Quelle est à titre personnel la victoire qui vous a le plus touché, votre plus belle balle de match? Il y en a, je ne peux pas le dire parce que chaque fois que j'en vois une, mais là, vous, celle que j'ai vue. Dans moi votre personnellement. vie, Alors peut-être tout simplement ma première élection qui s'est faite de justesse et au deuxième tour dans cette circonscription du Sel dont M. Pompidou m'avait dit que j'avais eu tort de la choisir et qu'il n'y avait aucune chance pour un modéré de la prendre. Et le soir de mon élection, j'étais encore jeune et j'ai été assez ému. Je crois que c'est ma plus belle balle de match. Et puis la prochaine émotion que vous attendez, c'est la victoire dans l'America's Cup du bateau. Alors ça, c'est oui. De Marc Pajot. Ça, je m'y prépare. Pourquoi cette passion? Je ne suis pas... Voilà le superbe bateau que nous avons. Je crois que la France, et Paris devait l'y aider, devait relever ce grand défi de l'America's Cup. Elle avait la chance d'avoir Pajot, une équipe extraordinaire autour de lui, et il y a la possibilité de gagner cette America's Cup. On a le bateau, on a l'équipe, il faut maintenant qu'on ait les supporters nécessaires. Il faut que tous les Français, tous les Parisiens se sentent en complicité, se sentent soudés dans ce grand exploit. Imaginez que l'America's Cup, pour la première fois, revienne en France. Ce serait extraordinaire. Nous avons fait la Coupe Davis. Eh bien, maintenant, nous aurions l'America's Cup. Et ce bateau porte le nom de la ville de Paris. La ville de Paris. D'accord. Alors, on va voir des images de sumo, car vous êtes, alors là, vous êtes, moi, en sport, j'en connais un petit rayon, mais sur le sumo, vous m'avez bluffé. Vous connaissez ça? Oui, c'est ça. Il va prendre ma place, commentateur sportif. En sumo, non. Alors là, je vous laisse commenter totalement ces images. J'en serais bien incapable, parce que le sumo, c'est plus qu'un sport, monsieur Denisot. C'est pas un sport. Vous avez là l'homme qui disparaît, qui est Kyonofuji, qui est l'un des plus grands sumotori. Il n'est pas là. Un des plus grands sumotori. C'est plus... Le voilà. Tenez, c'est celui-ci. C'est un homme tout à fait extraordinaire. Vous voyez, il se bat contre quelqu'un qui fait 240 kilos. Lui en fait 130. Et il va gagner. On n'a pas vu, mais c'est lui qui va gagner. Il a fait 38 victoires. Le sumo n'est pas un sport comme les autres. La règle du sumo a été fixée au moment de la naissance du Japon, c'est-à-dire vers le 6e siècle, au début du 6e siècle après Jésus-Christ. Probablement existait-il avant, peut-être venait-il des steppes de Mongolie. Peut-être, regardez comme c'est émouvant ce sumotori qui embrasse son enfant. Regardez, c'est tout à fait étonnant comme photo, superbe photo. Mais ça, vous avez c'est en réalité, monsieur Denisot, plus qu'un sport, c'est l'art d'une civilisation, c'est l'expression d'une psychologie, c'est très au-delà d'un sport. D'ailleurs, les sumotori sont des gens qui sont considérés au Japon un peu comme des demi-dieux. Et quand ils sont venus à Paris, j'avais très peur. J'avais peur que les Parisiens les prennent pour des boxeurs et leur disent « vas-y, mords-le », enfin, ce qu'on entend généralement dans les stades. Et j'ai été heureux de voir que il ne s'est rien passé de tel. Cette magie, cette force au sens authentique qui émane du sumo, cette civilisation que l'on sent derrière, ancienne, profonde, cet art qui est celui de ces lutteurs, fait que les Parisiens, quand ils ont vu ça à Bercy, ont été un peu fascinés. Il n'y a pas eu un bruit, on n'a rien entendu. Les gens ont écouté et ils sont venus très très nombreux. C'était un grand succès. Mais d'où vous vient cette passion? Ça vient pas du sel ou de la ville de Paris? Non, j'aime l'Extrême-Orient, j'aime les steppes, j'aime la Chine, j'aime le Japon, j'aime l'Inde, j'aime l'art et l'archéologie de ces pays. Et je vais souvent au Japon. Et quand j'y vais, j'essaye chaque fois d'aller au match de sumo qui se déroule 5 fois par an dans des villes différentes. Et j'essaye. Et vous avez vu l'un des plus grands champions, le plus léger d'ailleurs, Kyonofuji, qui malheureusement vient de raccrocher. Il n'a pas pu faire le dernier tournoi d'Osaka parce qu'il s'était fait mal à une épaule. Et il vient de raccrocher. Il aura été le deuxième pour le nombre des victoires dans l'histoire moderne du sumo. Alors on va un peu plus loin, à Xi'an, pour les fouilles de Xi'an. Ça, c'est la Chine. La Chine. Vous avez choisi ces images car vous avez consacré du temps de votre vie à cette histoire. Oui, beaucoup. C'est très intéressant. La Chine est une civilisation qui est encore entièrement enfouie
et qui ressort très très lentement, et dont les richesses sont fabuleuses. C'est la plus ancienne civilisation vivante du monde, et le hasard des choses a fait que l'on a ouvert ce magnifique encerclement du tombeau du premier empereur chinois, Qin Shi Huangdi, qui a créé l'Empire. Nous sommes là dans la première moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et pour se protéger contre les invasions mongoles, après avoir d'ailleurs fait la muraille de Chine, restauré et agrandi la muraille de Chine, il avait entouré son tombeau d'une armée en terre cuite, qui est une œuvre tout à fait superbe. Tout cela date du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est très très beau, et c'est tout de suite après que commence la période que l'on appelle la période des Han. Vous savez que les Chinois s'appellent encore les fils des Han. Qu'est-ce qui vous fascine, là? Une vieille histoire, une histoire très forte, un art très beau, comme vous pouvez le voir, qui, au travers d'une très longue période, a su conserver depuis les bronzes les plus archaïques, des époques les plus anciennes, jusqu'à l'époque moderne, a su maintenir une certaine unité. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez une crainte quotidienne de la mort? Non. Non. Ce n'est pas un sujet... c'est comme beaucoup de gens dans telle ou telle circonstance. J'ai été à deux doigts d'un accident. Et donc, je me dis qu'au fond, d'une façon ou d'une autre, on est toujours un peu en sursis et que donc on n'a qu'à dire merci. Je suis donc pas hanté par la mort. Vous arrivez à vous convaincre comme ça assez facilement? Oui, je considère qu'on est tous un peu en sursis. Est-ce que vous écrivez des poèmes? Bon, ça m'est arrivé, mais il n'était pas bon, et donc ça n'a pas d'intérêt. Mais vous en avez écrit, vous en écrivez encore? Non, je n'ai pas un don de plume satisfaisant. Je le regrette beaucoup. François Giroud a écrit Jacques Chirac, c'est quelqu'un qui est capable de lire des poèmes planqués dans un Playboy. Oui, je peux apprécier, selon les circonstances, les deux. J'aime bien la poésie. Elle a pour avantage qu'on peut la lire, je dirais, plus facilement qu'un roman. On peut ouvrir un livre de poésie, on lit un poème, on s'échappe un peu, c'est un peu de rêve, et puis on le referme. Je veux dire, ça a pris quelques minutes, tandis qu'un roman, il faut le lire jusqu'au bout. C'est pourquoi je suis plus attiré peut-être par la poésie que par la littérature. Alors, vous avez demandé, on a demandé pour vous à Francis Huster de lire un poème chinois. Je voudrais remercier Francis Huster, que je considère comme l'un de nos plus grands artistes contemporains, et ça m'a fait plaisir qu'il accepte. Je lui avais envoyé quelques poèmes des deux plus grands poètes chinois, Tu Fu et Li Taipo, qu'on appelle Lipo. Et il a choisi un poème de Tu Fu, mais il aurait pu choisir aussi bien l'autre. Je tiens à lui dire toute ma reconnaissance. Herbe légère et douce brise au bord de l'eau. Seul dans la nuit, le mât dressé d'une chaloupe. La plaine se déploie, escortée des étoiles. Le grand fleuve s'écoule au remous de la lune. Comment, par mes écrits, rendre illustre mon nom? Malade et vieux, le mandarin doit s'effacer. Tournoyant tourbillon, à quoi ressemblais-je? Pris entre ciel et terre, à la mouette des sables. Nous allons marquer une pause et nous retrouver avec une question qui vous est posée en anglais et qui sera traduite par quelqu'un que vous connaissez bien, et ça je ne le savais pas, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est Grégory Peck. Hello, Jacques. We've been friends for a long time. I think we've talked of practically everything. Perhaps not quite everything. I've heard something about you recently, and it is that from time to time
you go alone to an abbey. Interesting. And my question to you is it true? And if it is true, what is it that you seek? C'est vrai que dans la vie, il y a des moments où il est nécessaire de rechercher un peu de solitude, de se retrouver avec soi-même, et de préférence dans un lieu et une ambiance qui soit, je dirais, propice à la réflexion, et donc dans un contexte spirituel. Alors effectivement, je ne sais pas du tout où Greg a été trouvé ça. Mais effectivement, je suis allé, par exemple, puisqu'il me demande un exemple, en 1976, lorsque j'ai eu démissionné de mes fonctions de Premier ministre, qui est toujours un moment un peu difficile de prendre la décision. C'est rare qu'un homme politique quitte ses fonctions parce qu'il n'est pas d'accord avec certaines choses. J'ai éprouvé une grande satisfaction à me retrouver à l'abbaye bénédictine de Solesmes, qui était déjà dirigée par un homme admirable et qui la dirige encore, qui est Domproux, et qui m'a accueilli. Et ça a été pour moi un grand moment. Quand vous allez dans un monastère, vous coupez complètement avec le monde extérieur? Ah oui, oui. Oui, là, je veux dire, on ne peut pas faire les deux choses à la fois. Quand on se retire sur soi-même et que l'on veut penser, réfléchir, le cas échéant prier, il faut naturellement être en dehors de toute... Mais ce sont des moments courts, mais nécessaires. Est-ce que vous en sortez toujours renforcé ou parfois troublé? Renforcé, je pense. Alors, les dernières images de votre zénith sont des images de naissance d'animaux. Bon, c'est que vous êtes proche de la nature, vous avez été ministre de l'Agriculture, vous êtes corrézien ça a été un souche. des grands moments de ma vie publique. Alors, les naissances d'animaux, ça, c'est un moment particulier, évidemment, et qui sont des images qui sont pas toujours faciles à regarder, d'ailleurs, mais pour vous, ce sont de belles images. Ce sont de belles images parce que, tout simplement, c'est la vie. Et comme c'est la vie, vous allez le voir dans ces images, on aurait pu en trouver beaucoup d'autres. Vous direz qu'on pourrait le faire aussi avec les hommes, les femmes. Mais c'est peut-être plus fort quand c'est les animaux que l'on a moins tendance spontanément à respecter. Et comme c'est la vie, c'est l'amour. Regardez, vous allez voir, ces photos sont des photos très fortes. Regardez l'expression de ce cheval, et ça resitue un peu le respect que l'on doit avoir pour l'animal. Alors il y a des tas de gens qui militent, et heureusement fort bien, pour le respect des animaux, et notamment Brigitte Bardot qui fait des choses remarquables dans ce domaine, d'autres aussi naturellement. Et je crois que c'est un élément qu'il faut avoir présent à l'esprit. Bon, c'est la recherche du respect par l'émotion. Alors on arrive au terme de votre zénith. La voie que vous avez choisie dans la vie implique une capacité de séduction très importante. Quand avez-vous senti que vous étiez un séducteur? Écoutez, si j'en... Est-ce que ça a commencé tout petit? Sinon, pas du tout. Si j'en crois un certain nombre de réactions que je vois ou que je lis ou que j'enregistre, d'ailleurs, tout simplement, mon pouvoir de séduction est encore tout à fait insuffisant. Et donc, je crois que on ne peut pas dire que je sois un séducteur. C'est vrai qu'un homme politique doit l'être, mais vous savez, tous les hommes doivent séduire. Et la séduction, c'est aussi... une manière de convivialité, de respect de l'autre, et une manière de faciliter les échanges. C'est un séducteur est un homme qui a des qualités qu'il faut respecter. Alors je vais essayer de les améliorer pour ce qui me concerne. Mais vous avez adolescent, vous étiez un grand séducteur.
Je ne dirais pas ça, non. Les livres qui ont été écrits sur vous. Oui, non, je crois qu'ils sont exagérés. Oui. Alors, quand on demande à quelqu'un devant une caméra que regardez-vous en premier chez une femme, tout le monde répond quasiment, je pense un peu hypocritement, les yeux. Oui, écoutez, moi je ne répondrai pas à cette question. Je regarde l'ensemble. Voilà, et c'est de l'ensemble que je tire une conclusion. Je ne regarde pas le détail. Et quel est votre vœu le plus cher pour 92 ? Qu'il arrive le plus grand nombre de choses positives pour la France dans tous les domaines, y compris pour l'America's Cup. Merci.